et bienvenue au tout dernier épisode du Balado Voix, ma santé, mon métier. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Ingrid, bonjour Krishna. Et effectivement, Krishna Martineau, toujours avec nous aussi, enseignante. Bonjour Krishna. Bonjour les filles. Alors, on est arrivé au 10e et tout dernier épisode de notre série du Balado Voix, ma santé, mon métier. Ça vous inspire quoi, vous deux? Le dernier épisode? Ça vous met dans quelle émotion? Ben j'ai entendu notre petite musique de départ, puis j'étais c'est la dernière fois que je vais l'entendre. Ben ça me met dans quelle émotion? Ben ça me met quand même dans une belle émotion, dans le sens que je pense que même en tant que professionnel orthophoniste qui travaille les troubles de la voix, ça m'a vraiment amené à réfléchir au-delà de qu'est-ce que je fais déjà dans mon bureau, qu'est-ce que j'ai comme problématique qui se présente à moi. Ça m'a vraiment amené des pistes de réflexion différentes, autant dans ma prise en charge que dans la promotion, dans qu'est-ce que je voudrais créer pour la voix là, chez les enseignants. Toi, Krishna? Ben de mon côté, c'est sûr que comme enseignante, j'aime bien apprendre des choses pour pouvoir les enseigner par la suite. Là. Donc, d'avoir fait plein d'apprentissages au courant du balado, puis d'avoir vu une progression sur ma propre réflexion aussi là, de prévention, puis de communiquer aussi les informations que j'ai apprises là, au courant des épisodes. Donc ça, c'est quelque chose là, que j'avais envie de partager à mes collègues, puis j'avais hâte là, de leur proposer d'en discuter un petit peu plus pour qu'ils puissent comprendre à leur tour aussi. Moi, c'est ça. Moi, je me sens réjouie parce que je me dis, on arrive au bout, on a fait un beau parcours ensemble. Puis je me sens un petit peu triste parce que je me dis que vous allez me manquer. Et notre petit jingle va me manquer, puis nos conversations aussi. Au dernier épisode, on a parlé de notre voix et nos droits. Puis on a toutes les trois, je pense, appris énormément lors de cet épisode-là. Hein. C'était un épisode vraiment super riche où on a parlé des droits puis des obligations. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est autant des travailleurs que les travailleurs aussi ont des obligations. Et puis les droits et les obligations, évidemment, des employeurs. Et puis, surtout, on a vu que ça vaut la peine d'entreprendre des démarches, même si elles peuvent être compliquées, parce qu'en fait, il y a vraiment quand même bon espoir d'obtenir du soutien. Puis surtout, Marc et Jérôme, qui étaient avec nous, les conseillers en santé, sécurité, travail, appuyaient eux aussi sur cette idée que la prévention et les à privilégier avant la réparation. Et donc Anne-Marie, comme il disait, quand les gens sont dans ton bureau, finalement, on aurait déjà pu faire des choses pour vous. Et c'est comme un message qu'on répète tous. C'est un écho. On parle tous en écho les uns et les unes des autres. Hein. Le docteur Gagnon en parlait. Line Defoy, l'orthophoniste qui est intervenue, en a parlé. Les enseignants qui ont témoigné, qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de formation dans leur cursus. Et puis nous-mêmes, et toi, Anne-Marie, tu préconises ça aussi, cette fameuse prévention. Même tout l'aspect de travail en équipe là, qu'on a discuté ensemble les trois. Ouais. Mais c'est revenu là à quelques reprises là, de juste prouver à quel point il faut s'en parler, il faut en parler aux autres, donc de s'outiller ou de bien s'entourer d'une équipe. Là. On avait commencé le tout premier épisode en parlant vraiment de la voix et en se questionnant la voix c'est quoi. Et on était arrivé dans des thématiques très personnelles sur l'individualité dans la voix, notre personnalité dans la voix, le fait que c'est un outil pour s'exprimer, pour communiquer avec l'autre. Et dans l'épisode aujourd'hui, moi, j'aimerais bien revenir sur ces aspects beaucoup plus personnels et individuels de la voix et le lien entre la voix et notre personnalité, et puis tout ce qu'on peut faire aussi, cet aspect de prévention, cette idée de prévention, ce qu'on peut faire déjà avant d'avoir un trouble de la voix, ce qu'on peut faire soi-même pour prévenir. Est-ce que ça vous tente? Certainement. Bien sûr. Oui. Allons-y. Alors c'est bon, on est bon pour le dernier. Je vous propose qu'on écoute, juste pour se réancrer dans la réalité des enseignants et des futurs enseignants, mais je vous propose d'écouter justement le petit témoignage de Tania, qui est une future enseignante et qui nous parle de la voix. Dans une optique où c'est sûr que si ta voix dans le métier d'enseignante, c'est l'outil principal. C'est par ça que tu fais passer, les messages. C'est très humain aussi comme métier, donc c'est très relationnel. Donc la communication, c'est la clé. Donc c'est sûr que si
tu sais, t'as des difficultés ou que t'as tout le temps, par exemple, un petit mal de gorge, évidemment que ça rend ton expérience moins agréable, puis ça fait en sorte que ta journée est moins le fun si t'as tout le temps mal, ou si t'as tout le temps à te préoccuper de pas avoir mal à la gorge. Tu sais, si toute la journée, t'es comme, oh là, je vais avoir mal à la gorge demain, tu sais, je peux pas faire telle ou telle affaire. Puis là, ça t'impacte aussi dans d'autres aspects de ta vie, tu sais, je veux dire, on adore notre métier, mais tu sais, il y a d'autres choses que notre job aussi, donc c'est sûr que ça peut impacter à l'extérieur dans la vie de tous les jours, là. Ouais, elle a nommé quelque chose qui me touche bien, là, que je vous en ai déjà parlé, mais la relation d'attachement, là, tout le côté relationnel de la voix. Puis je pense que c'est très pertinent ce qu'elle dit, là, quand on est obligé de limiter peut-être nos interventions, ben il y a des choses peut-être qu'on aurait pu exprimer à un élève ou exprimer à quelqu'un, mais qu'on le fait pas ou qu'on se limite parce qu'on sent qu'on doit protéger davantage notre voix. Donc, je trouve que c'est une belle façon aussi de repenser l'enseignement puis de repenser un peu le relationnel puis de choisir sur quoi on mise davantage, peut-être en début d'année, sur la meilleure gestion de classe ou l'implantation de certaines routines pour que la gestion de la voix soit plus facile avec les élèves. Donc, c'est des stratégies à mettre en place assez rapidement pour que les élèves soient dans le coup. Et de ramener la voix au centre de notre propre santé, au cœur de nos soucis, de se dire que, tu sais, c'est pas parce qu'on voit pas ces muscles-là qui sont pas importants, que, tu sais, on a le discours, on entend beaucoup le discours, que notre voix, c'est notre outil, que c'est le centre de la communication. Krishna t'a rappelé l'importance de l'aspect relationnel, mais que c'est ça, c'est tout ça découle d'une voix saine et en santé. Et, tu sais, de vraiment toujours se ramener au fait que, finalement, on a besoin d'en prendre soin. Et ça fait un super beau lien, Anne-Marie, ce que tu viens de dire, avec une dernière petite capsule de notre collègue Line Defoy, orthophoniste. Je vous propose de l'écouter. Ben, comme je vous ai dit au départ, l'instrument vocal, ça fait partie du corps. Alors, vous avez peut-être déjà déduit que de prendre soin de sa santé en général, c'est déjà une bonne chose à faire pour sa voix. De pas exagérer sur l'utilisation de la voix, d'être à l'écoute de est-ce que je suis fatiguée de parler, de s'arrêter, de prendre 5-10 minutes de pause avant de repartir sur une autre activité. De modérer l'utilisation de sa voix, donc de pas crier trop fort, de pas crier trop souvent. Alors, de créer un équilibre dans l'utilisation de notre voix, d'avoir une bonne santé générale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une bonne santé générale? Ben, à la base, bien simple, de dormir suffisamment, de manger et boire suffisamment de l'eau, des bons aliments, des fruits, des légumes, des protéines tous les jours. Alors ça, c'est déjà des choses de base qui vont aider la voix. Étrangement, c'est pas directement sur les plis vocaux, mais c'est le corps va fournir aux plis vocaux les éléments nécessaires à leur santé. S'il ne les a pas, bien ça va être plus à risque. Donc ça, c'est une chose de base. Ensuite, bien, est-ce qu'on peut prendre des aliments particuliers? À ma connaissance, il n'y a aucune recherche qui a démontré qu'un aliment ou une boisson était plus efficace que d'autres pour la santé vocale. Alors, quand les gens me disent moi j'aime bien prendre de l'eau chaude avec du miel, je leur dis écoutez, si ça vous détend puis que vous vous sentez bien, j'ai pas de problème avec ça, allez-y, continuez, c'est pas dangereux à moins que vous ayez à mesurer votre taux de sucre, mais c'est ça il y a rien de reconnu de ce côté-là. Alors tout ce qui peut aider à se détendre aussi, parce que la tension musculaire va être l'ennemi de la voix éventuellement. Alors, relaxation, marche en nature, tout ce qu'on aime, qui nous fait du bien. Des fois, juste prendre un temps pour faire une lecture qui nous détend. Donc, la détente, c'est important. Est-ce que ça résonne chez vous? Mais moi, ça résonne parce que j'ai sensiblement le même discours. Lynn parlait des bons aliments, de la bonne hydratation. C'est peut-être plus facile pour quelqu'un que d'éviter de crier, de prendre des repos. Tu sais, on va commencer par ça parce que c'est des habitudes que je peux vraiment changer, que je sens qu'ils sont facilement adaptables. Puis après ça, petit à petit, on ajoute d'autres stratégies là
pour prendre soin de sa voix. Et à moins que je me trompe, Anne-Marie, il y a aussi le fait de prendre conscience que là, ça va pas. Je pense que c'est une des premières étapes là, de constater, OK, là, j'ai des pertes de voix à répétition. Qu'est-ce qui engendre ça? Donc, de prendre conscience peut-être des choses qui occasionnent ces pertes de voix-là. Donc, si c'est parce qu'on en fait trop ou parce qu'on a une charge trop élevée vocale dans nos journées de travail. Donc, c'est vraiment de retourner peut-être en amont, là, d'aller investiguer sur quoi peut-être que j'ai un certain contrôle, puis qu'est-ce que je peux changer pour que ça soit moins dommageable. Exactement. Puis on revient au fait que le trouble de la voix, souvent, c'est multifactoriel. Hein? Ouais. C'est pas juste parce que on est enseignant qu'on a un trouble de la voix, c'est vraiment multifactoriel. Donc, c'est sûr qu'on est capable d'avoir une emprise sur chacun de ces facteurs-là, mais on va essayer d'y aller une petite dose à la fois pour que justement on puisse prendre bien conscience de l'apport de un et l'autre dans le trouble de voix. Donc oui, vraiment de reconnaître à la base, c'est un des facteurs ou les facteurs, ben ça va nous aider à aussi savoir sur lequel on veut miser en avant-plan là. Et peut-être que on peut changer certaines habitudes de vie à ce moment-là, mais de ce que j'ai retenu aussi du dernier épisode quand on se parlait avec Marc puis Jérôme, c'est de voir aussi qu'on doit en parler de ce qu'on vit puis d'exprimer que là, on a des difficultés ou qu'il y a des choses qu'il faudrait qui puissent être changées pour nous aider parce que ça peut être, oui, des choses qu'on fait individuellement, mais si c'est pas mentionné nulle part que le système de ventilation fait trop de bruit, ben on a beau changer nos choses à nous, mais si on change pas le système de ventilation, ça changera pas, ça va pas améliorer notre condition de travail. Moi, j'aimerais bien revenir sur certains aspects que vous avez nommés, comme par exemple, vous avez parlé du contrôle qu'on peut avoir sur son trouble de la voix, et Anne-Marie t'a nommé aussi l'aspect personnalité. Quelque part, Krishna, tu l'as nommé aussi sans vraiment utiliser le mot, mais quand tu dis, tu vois, on est dans le métier, puis on prend pas conscience qu'on est allé trop loin, qu'on a privilégié peut-être le fait d'être enseignant, d'être là pour ses élèves, mais on n'a pas fait attention à son propre inconfort, à ses propres douleurs. Et pour moi, c'est en lien aussi avec un certain type de personnalité qui va plus loin, qui va au-delà de ses limites. Et notre recherchiste, Edith Coulombe, a eu l'occasion de faire une entrevue avec Maude Desjardins. Et Maude Desjardins, c'est une chercheuse et professeure à l'Université Laval qui est spécialisée en voix et qui s'intéresse, entre autres, elle s'intéresse à beaucoup de choses, mais entre autres aussi au lien justement entre la personnalité et les troubles de la voix qu'on va retrouver notamment chez les enseignantes. Et je vous propose d'écouter d'abord ce qu'elle dit justement sur ce qu'on sait. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la personnalité et les troubles de la voix? Les recherches sur le sujet se sont surtout penchées sur la différence entre les personnes introverties et extraverties. Et ce qui en ressort, c'est que si une personne a à développer un problème vocal, sa personnalité va influencer le type de problème qu'elle risque de rencontrer, de par sa façon de produire la voix. Donc, pour donner un exemple concret, là, on peut parler des nodules vocaux. Donc, les nodules vocaux, c'est comme des petites ampoules qui se développent sur les plis vocaux et qui sont causées par l'impact répété des plis vocaux qui se frappent l'un contre l'autre quand on parle. Et quand elles se forment, c'est que cette force d'impact-là est grande parce que la personne peut parler peut-être longtemps ou fort ou en pressant ses plis vocaux un peu fort l'un contre l'autre. Et les nodules ont plus tendance à se développer chez des personnes extraverties que chez des personnes plus introverties. Donc, les personnes introverties, même si elles doivent parler longtemps et fort, par exemple dans un contexte d'enseignement, elles vont avoir plus tendance à développer de la fatigue vocale causée par de la tension musculaire dans les muscles du larynx et autour du larynx, mais sans nécessairement développer des lésions comme des nodules sur les plis vocaux. Donc, c'est quand même un phénomène intéressant et les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ce phénomène-là. Et un groupe en particulier là, mené par Maria Dietrich
a étudié le cerveau des personnes introverties et extraverties lorsqu'elles parlent. Et ce que le groupe a observé, c'est que les personnes plus introverties, surtout en situation de stress, démontrent en fait des signes d'inhibition de la commande motrice là, donnée par le cerveau pour la production vocale. Comme si, pour dire dans des termes un peu plus simples, comme si elles retenaient leur voix. Et ce qu'on observe quand on analyse la vibration de leurs plis vocaux, c'est qu'ils se frappent pas avec autant d'intensité que ceux des personnes extraverties. Et c'est donc ce qui les protégerait là, d'une certaine façon contre le développement de ces nodules, de ces petites ampoules sur les plis vocaux. Donc, évidemment, c'est pas impossible qu'une personne introvertie puisse développer des nodules, mais c'est le pattern général là, qu'on observe. Je trouve ça intéressant, mais je sais pas si toi, Anne-Marie, comme un peu ce que tu disais tantôt, les gens que tu reçois dans ton bureau, est-ce que tu as constaté là, des personnes plus extraverties versus introverties, comme elle expliquait? Ben, c'est comme si moi j'avais pas connaissance de ces études-là. J'avais jamais mais merci, il y a des gens qui font des études là-dessus puis qui mettent des mots sur des observations cliniques qu'on voit. Oui, c'est vraiment, moi je le dis toujours, les personnalités introverties, ils viennent pas dans mon bureau. Je les reçois jamais ou presque. Je peux en recevoir, mais tu sais, majoritairement c'est vraiment des personnalités plus extraverties. Mais c'est un ensemble de facteurs aussi, hein, tu sais, comme Maud l'a bien dit. Pas parce qu'on est introverti qu'on développera pas de troubles de voix, mais en tout cas, c'est des facteurs de risque. Donc oui, c'est super intéressant de savoir que il y a des gens qui ont fait des études sur des choses que nous, les cliniciens, on observe. Moi, mes questionnements, c'est aussi une personne introvertie va peut-être pas avoir autant de discussions en arrivant à la maison, alors qu'une personne extravertie, elle va peut-être être plus sociable, puis aller voir des amis, faire de la fête ou c'est peut-être généralisé là, mais si on regarde les questionnaires qui servent à définir le type de personnalité qu'on est, dans les traits de l'extraversion ou de l'extroversion, en anglais c'est talkability. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Le fait de parler, le fait d'être une personne qui parle, c'est un des traits qui définit l'extraversion. Il y a beaucoup de traits, de sous-traits à l'extroversion, mais le fait de parler beaucoup en fait partie. Et donc ça fait du sens. C'est évidemment si on parle beaucoup, ben oui, le fait de se sentir récompensé par des interactions sociales. Donc effectivement aussi plus d'occasions de parler, exactement comme tu le dis, Krishna, et peut-être de privilégier la récompense qu'on ressent dans une interaction sociale plutôt que de privilégier la récompense de se préserver soi-même en ne parlant pas et en évitant l'interaction sociale. Nous, on avait fait une étude quand j'étais encore chercheur en Belgique sur des enfants qui ont des nodules on avait 32 enfants avec des nodules et puis 32 contrôles, même âge, même genre. On retrouve la même chose aussi. Donc, les enfants qui ont des nodules ont une personnalité un petit peu plus extravertie que les autres. Puis, ça explique absolument pas tout. On peut pas dire, toi, t'es extraverti à 30%, donc tu as autant de pourcents de chances de développer des nodules. Parce qu'on l'a vu, c'est tellement complexe et multiple. Mais ça rajoute un petit peu. Et moi, mon souvenir en clinique, Anne-Marie, c'est vraiment comme toi, beaucoup de personnalités extraverties qui arrivent avec surtout des nodules. Les introvertis ou les personnes plus anxieuses, stressées, peut-être avec des troubles plus divers, dont des troubles dysphonie de tension musculaire. Des nodules aussi, ça arrive, mais oui, on retrouve ces personnalités. Tu sais, on parle beaucoup des comportements associés à la personne extravertie, mais ce que j'ai aimé aussi dans le discours de Maud, c'est que c'est vraiment même juste au-delà du comportement, ça va dans le geste moteur. Ouais. C'est ça qu'on dit aussi depuis le début, tu sais, c'est pas juste parce qu'on est enseignant, parce qu'on parle beaucoup, mais c'est aussi dans la façon dont on fait le geste moteur de produire la voix. Et là, on vient de mettre que, en plus d'être extraverti, on a plus de comportements vocaux à risque, mais en plus, on a ces contacts-là qui sont plus forts, qui sont plus dommageables pour les cordes vocales. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Donc, ça change la mécanique sonore. Oui.
Et c'est exactement, ça change l'organisation de notre cerveau, en fait, et les commandes automatisées qui vont s'enclencher face à une situation précise. Ça me fait penser à quelque chose que Line Defoy m'avait raconté quand on parlait je lui avais demandé si elle connaissait des mythes, si ces patients arrivaient parfois avec des croyances ou des mythes au sujet de la voix. Et elle avait dit, pas tant que ça, sauf que beaucoup de personnes pensent que c'est pas possible de changer sa voix, que c'est une fatalité. Notre voix, c'est une fatalité, donc arrive en se disant, là, je vais rien pouvoir faire. Et puis, d'un côté, nous, on dit depuis le début de nos épisodes, on dit, oui, on peut faire quelque chose, on peut changer. La voix, c'est super plastique, on peut changer le geste vocal. Et en même temps, en écoutant Maud, en regardant la littérature, on se dit, oui, mais en même temps, c'est effectivement lié à qui on est, à notre personnalité. Donc, peut-être que cette intuition qu'ont certaines personnes de se dire, ma voix, c'est une fatalité, elle n'est pas si fausse que ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça devient impossible de changer sa voix? Certainement pas, mais ce sentiment que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas possibilité d'action directe, c'est pas aussi simple que ça, en tout cas, de juste modifier sa voix. Mais je trouve que ça devient très concret avec ces informations-là que ça se passe, oui, au niveau de notre personnalité, de notre cerveau, de la manière dont on est branché cérébralement. Puis c'est intéressant de voir que de mettre ces deux discours-là ensemble, parce que Krishna, elle a dit tantôt, tu sais, que de travailler en amont, d'identifier sur quoi, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur notre voix. Ce travail en amont-là, quand il est fait conjointement avec une orthophoniste, c'est là vraiment où on peut, oui, même si on va rester extraverti, puis on demeure lié, notre voix, notre personnalité, ça demeure ensemble, et c'est une grande raison pourquoi des fois on a de la difficulté à vivre ces changements vocaux-là, que ce soit positif ou négatif, des fois on a de la difficulté à les vivre parce que ça fait partie de notre personnalité, mais justement d'avoir une emprise pour l'ensemble des facteurs, puis de bien les reconnaître, de bien comprendre cette situation complexe-là. Moi, je trouve que c'est ça vraiment qui peut faire en sorte que la prise en charge va bien fonctionner. Mais la prise en charge dont tu parles, Anne-Marie, moi, c'est là que je me dis, un accompagnement adéquat avec quelqu'un qui pourrait m'outiller, parce que moi, tu me dis, change ta voix, j'ai aucune idée comment faire, puis je sais pas quoi faire. Mais d'avoir une orthophoniste qui peut faire un travail avec moi, donc c'est d'être accompagnée puis d'être outillée pour y arriver, pour faire attention un peu plus à la voix. Puis c'est ce contrat-là dont tu nous avais déjà parlé, si on s'engage avec quelqu'un à le faire puis à mettre en place les choses qui sont suggérées, mais je trouve que c'est un beau travail d'équipe qui revient à pas mal de ce qu'on s'était dit auparavant. Je vous propose d'écouter la suite de Maud Desjardins parce qu'elle aborde justement ces aspects-là et aussi l'aspect de contrôle dont vous parliez toutes les deux tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment dans la façon de produire la voix, comment ça va affecter physiologiquement. Après ça, c'est sûr que ça va aussi affecter la façon, la personnalité impacte aussi la façon dont une personne réagit à son trouble de voix. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être considéré en thérapie, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut pas, c'est pas réaliste d'avoir comme objectif thérapeutique de travailler la personnalité dans le but d'améliorer la voix, mais ça veut pas dire que la personnalité devrait pas être prise en compte, c'est-à-dire que au contraire, de connaître la personnalité peut aider à guider certains aspects de la thérapie vocale. Donc, c'est sûr qu'on c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. Mais quand je parle de prendre certains aspects de la personnalité en compte, en fait, par exemple, il y a de plus en plus de groupes de chercheurs qui cherchent à comprendre l'effet de la méditation, l'effet du yoga sur la voix, de par leur effet calmant sur le système nerveux. Donc, si on est une personne qui est très anxieuse, justement, et qu'on sent que ça a un impact sur sa voix, ça serait peut-être un aspect, justement, là, d'essayer de travailler à calmer cette réactivité du système nerveux dans certaines situations. Donc, ça, c'est un exemple.
Sinon, aussi pour certaines personnes, un trouble de voix, ça peut être très anxiogène. Et donc, ça peut engendrer un cercle vicieux parce que le stress qui est associé aux difficultés vocales peut en fait empirer les symptômes vocaux. Donc, ça peut être pertinent de venir travailler justement la perception de contrôle, par exemple, en lien avec la voix, en lien avec le trouble, pour amener une personne à augmenter son sentiment de contrôle pour diminuer ce stress-là. Il y a une chercheure nommée Stéphanie Missonneau, entre autres, qui fait des travaux de recherche à ce sujet. Donc, c'est encore un sujet qui en est à ses débuts, mais ça va être vraiment intéressant de voir le type d'interventions qui peuvent être développées pour essayer d'amener les gens à avoir des réactions à leur trouble de voix qui n'empirent pas la situation puis qui travaillent dans la même direction que la thérapie vocale, par exemple. Mais c'est intéressant, puis tu sais, tantôt, Krishna, je pense que on met beaucoup l'accent parce que là, c'est plus la parole est plus comme aux orthophonistes, mais je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui bénéficie. Tu sais, Maud aussi, elle parlait beaucoup de cette prise en charge-là, orthophonique, d'objectifs. Mais je comprends que c'est pas tout le monde non plus qui bénéficie de cette prise en charge orthophonique-là. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant qu'est-ce que Maud elle a apporté par rapport à, tu sais, justement les effets du yoga, de la méditation, puis Lynn nous en avait parlé aussi, de la détente, de se trouver quelque chose qui nous détend. Tu sais, c'est purement personnel, je trouve. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui va bénéficier d'une prise en charge orthophonique, mais c'est tout le monde qui peut bénéficier de ce qu'on vient de discuter dans les autres épisodes précédents, dans cet épisode-là, par rapport à l'importance de justement prendre soin de soi et de reconnaître que la voix, qu'elle soit belle, pas belle, atteinte, pas atteinte, que la voix est essentielle. Donc, on doit autant en prendre soin qu'on prend soin de notre corps. Donc, tu sais, on avait parlé d'hydratation, on a parlé de sommeil, on a parlé d'alimentation, on a même parlé, je crois, dans un autre épisode précédent, de taux d'humidité dans la salle. On a parlé d'environnement sonore. Tu sais, vraiment, donc, pour moi, c'est comme si ce qu'on discute aujourd'hui, ça fait vraiment comme un retour sur tout ce qu'on a fait depuis le début en termes de réflexion que oui, c'est vrai, on peut voir une orthophoniste si on a un problème de voix. Il y a quelque chose à faire avec notre voix quand on la trouve atteinte, mais même avant ça, c'est vraiment de la considérer et de se dire, elle m'appartient et je dois la garder, la conserver pour tout, pas juste pour mon travail. Tu sais. Et c'est que ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est, puis il y a moyen de prendre soin de soi, comme tu l'as mentionné, mais de prendre soin de toute sa santé en général. Puis c'est des habitudes de vie qu'on peut mettre en place, de faire de la méditation, de faire du yoga, de la relaxation. Donc, c'est de choisir ce qui correspond à ce qu'on a envie de faire, ce qui se rentre bien dans notre horaire, ou de prendre le temps. Parce qu'il faut se l'accorder, ce temps-là, puis ça fait juste être plus bénéfique là, pour le travail ou pour les relations qu'on a avec les gens. Là. Oui, puis tu sais, Maud, elle l'a dit, ça peut amener des changements physiologiques. Tu sais, les études sont débutantes, mais c'est des études qui sont intéressantes justement pour ces changements physiologiques-là, de trouver ces moments de détente-là. Donc, tu sais, moi, je vois ça que, puis on parlait d'actions préventives là avec dans l'épisode précédent. Pour moi, ça fait vraiment tout un sens. Ça fait qu'on n'est pas obligé de se rendre jusqu'aux orthophonistes. Ouais, de pas attendre là, d'être affecté par tout ça, là, de se dire, ben si je le fais, ben je prends soin de ma voix, puis tant mieux, ça va bien, ça continue à bien aller. Il faut pas se rendre à la perte de voix pour en prendre conscience. Exactement, puis que c'est vraiment ce cheminement-là qui va peut-être nous éviter justement rentrer dans un effet de cercle vicieux là. Pathologique, là, de gestes vocaux pathologiques et tout. Là. Donc, c'est vraiment c'est super intéressant comme apport, là, ce que Maud elle vient d'amener là, sur les moments de détente. Là. Et je trouve que si on y pense de cette manière-là, d'un coup, ça devient justifié. C'est-à-dire que si on comprend pourquoi le fait de se détendre, ça peut jouer un rôle sur notre voix, mais on va peut-être avoir plus de motivation à réellement le faire. Et ça me fait penser à une enseignante avec qui j'avais échangé,
qui me racontait sa journée, une journée typique pour elle. Et c'est une personne qui avait vraiment des difficultés vocales. Et en gros, elle était occupée du matin jusqu'au soir, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, à produire de la voix constamment avec ses enfants, son époux, les collègues, les élèves, etc. Et puis je lui demandais, mais est-ce que vous avez un moment où vous pouvez prendre une pause, même juste 5 minutes de pause? Est-ce que ça arrive dans votre journée? Et puis finalement, elle me dit, ah oui, à tel moment, je peux prendre une pause. C'est une enseignante au primaire. Et je lui dis, OK, mais qu'est-ce que vous faites pendant cette pause? Et alors, pendant cette pause, et non, elle parlait pas, mais elle était occupée à rattraper du retard de son travail, de correction, de redire des choses, d'écrire des choses. Mais ça, c'est pas une pause. Parce que si on repense à ce système qu'on a envie de calmer, justement, c'est la réactivité du système, c'est les tensions qu'on veut diminuer, le stress qu'on veut comme remettre à zéro. Et ça, c'est pas une pause. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse. Oui, il y a la pause vocale, mais si la pause vocale, elle est remplie par des tensions qui sont non vocales, on garde ce système en alerte. Et puis, au moment où on va recommencer à parler, mais notre système, il s'est pas reposé, en fait. Donc, on n'est pas revenu à zéro. On est toujours au même niveau qu'avant. Donc, je pense qu'il y a aussi cet élément-là que ça apporte, cette discussion. C'est comment est-ce qu'on remplit nos pauses? C'est quoi une réelle pause? Et alors ces aspects, oui, de méditation, de pleine conscience et d'être complètement présent dans son corps et pas excité dans sa tête, ça prend du sens d'une manière tout à fait différente, je trouve. J'irais même plus loin là, que moi, c'est des choses que je fais avec mes élèves. Donc, c'est un moment que je m'accorde à moi qui est un temps dédié, mais qui est aussi bénéfique pour les élèves de prendre cette pause-là cognitive, puis le hamster qui va moins vite, là, de le ralentir tout le monde ensemble. Donc, je trouve que c'est très bénéfique même d'outiller les enfants à être capables de s'arrêter puis de vraiment prendre le temps pour eux. Oui, tout à fait. T'en fais un moment collectif. Donc, j'espère que cette enseignante écoutera le balado. C'est un truc. Moi, j'avais pas un bon truc à lui donner au moment où j'échangeais avec elle. Mais moi, je leur dis, on a beaucoup parlé que je disais je faisais des contrats verbaux là, avec mes verbaux avec mes clients, mais en fait, moi, souvent, je leur donne des prescriptions. Je leur dis, s'il y a des gens qui vous questionnent, vous direz, ben, c'est mon orthophoniste qui me dit de faire ça. Parce que, puis là, je leur dis d'expliquer, tu sais, justement pour ces repos vocaux, là, tu sais, souvent, on amène d'autres choses, là, d'autres types d'exercices comme le bâillement, bon, des choses comme ça. Tu sais, fait que moi, je leur dis, si on vous questionne, ben, en fait, c'est ma prescription. Votre médecin, il vous prescrit de bien manger puis de faire de l'activité physique. Mais moi, je vous prescris de prendre des repos qui vous détendent. T'sais. Tu leur donnes un alibi. Yes! Fait que là, je donne l'alibi à tous les gens qui vont écouter le podcast. Vous direz, c'est l'orthophoniste qui m'a dit de faire ça. Exact. Moi, je voulais revenir sur un bout que Lynn nommait quand on l'a entendu tout à l'heure dans l'épisode. Elle a parlé de détente, etc. Mais elle parlait aussi de personnes qui viennent et qui disent, ah ben moi j'aime bien prendre de l'eau chaude avec du miel. Et puis Lynn disait, ben il n'y a pas vraiment de recherche qui nous montre que c'est bénéfique, mais certainement pas non plus de recherche qui nous montre que ce serait mauvais d'une manière ou d'une autre de le faire. Et puis j'étais curieuse de savoir si vous aviez ce type de remède. Et là, Anne-Marie, je te demande pas de parler en tant qu'orthophoniste nécessairement, mais toi, en tant que personne, est-ce que tu as ce type de remède? Tu fais des choses chez toi, Krishna? Est-ce que toi, tu utilises des petits remèdes secrets? Ben, je peux y aller, là. Dans un moment très désespéré, là, que j'avais perdu la voix. Ça faisait 2 jours que j'étais plus en mesure, là, de produire de son. Là, j'étais allée lire sur les internets des suggestions. Puis j'ai fini par prendre une gousse d'ail complète. Je l'ai croquée. C'était épouvantable le goût, là. Mais je me disais, ça va marcher. Puis j'espérais que ça marche. Mais est-ce que ça a marché? C'est ça la question. Est-ce que ça a marché, Krishna? Ben, je me demande si c'est vraiment ça ou si simplement le repos. Je buvais de l'eau chaude avec du miel. Je me suis reposée. J'étais fatiguée. Donc, je pense que c'est comme un amalgame de plein de petites choses qui ont fait en sorte que ça a aidé. Mais la gousse d'ail, j'ai un doute, là, à moins que j'ai juste arrêté de parler, là, comme on se disait.
parce que je voulais pas... Moi, je trouve que ça témoigne d'un grand courage. Ah, ouais. Mais quand c'est désespéré, par contre, là, on essaie, hein. Moi, je pourrais parler d'un autre remède et je pourrais faire un petit préambule à ce remède parce que ça, c'est un remède connu et qui est même vendu en pharmacie. Et je vais vous lire Je sais où tu t'en vas. Je vous lis un préambule que j'ai trouvé sur le site ressourcesanté-salutbonjour.ca, écrit en 2012. Ça date, mais quand même, ça vous donne l'idée de l'importance de ce remède. Donc, cet article dit « Après 2 ans d'absence, le médicament bien connu contre les extinctions de voix et affections de la gorge, le néolaryngobis, est de retour sur le marché canadien. » Et après, un peu plus loin, les maux de gorge sont parmi les symptômes les plus difficiles à traiter. Grâce au retour de ce produit utilisé depuis de nombreuses années au sein de la population québécoise, nous comptons bien rattraper le temps perdu et fournir une alternative simple et efficace aux personnes qui souffrent de ce problème. Et je vous propose d'écouter ce que le docteur Gagnon a à nous dire sur le néolaryngobis. Il existe un produit qui s'appelle le néolaryngobis, qui sont en fait une boîte dans laquelle il y a 2 suppositoires, dont l'ingrédient actif est du bismuth. Oui. Ça vient de la planète... Néolaryngobis pour bismuth. Pepto-bismol, c'est du bismuth. C'est un antacide. OK. Le liquide jaune, rose, Pepto-bismol, c'est du bismuth. Donc, le néolaryngobis, c'est du bismuth. La même chose que le pepto-bismol. Or, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique un jour comment et pourquoi du bismuth introduit par un orifice très loin de l'organe, en petite quantité, peut apporter quelque changement que ce soit. Je crois que c'est plutôt le fait de devoir s'introduire l'objet par l'orifice en question 2 jours de fil qui fait en sorte que les gens disent « Si j'en suis rendu à faire ça, peut-être que de me taire serait une bonne chose. » Donc, minimalement, c'est un bon placebo. Tout à fait. C'est excellent. C'est un produit par lequel les gens ne jurent que par ça. Je sais. C'est culturel, c'est-à-dire que d'abord, le pharmacien dit, j'ai pas beaucoup d'outils à vous offrir. Vous consultez, c'est en vente libre sur les tablettes. Voilà, je vous les donne. Mais le pharmacien n'a aucune idée du mécanisme d'action. Pas plus que je n'ai aucune idée du mécanisme d'action du néolaryngobis. Qui l'a inventé? Il n'y a jamais de preuve scientifique. Qui a inventé ça? Ce qui est étonnant, c'est qu'un médicament avec aussi peu de preuves soit là, et qu'il ait la vie aussi longue et aussi facile. Mais je me dis que c'est tellement improbable. C'est-à-dire que, comme vous dites, exécuter le geste pour s'auto-administrer ce médicament, on peut pas douter que ça doit être bien fondé parce que on ne proposerait pas à quelqu'un de faire ça si ce n'était pas bien fondé. Et pourtant. Puis il faut en retirer un bénéfice. Ayant allé jusque-là. Et pourtant, ce que je dis, c'est que si j'en suis rendu à faire ça, peut-être que le repos vocal serait une bonne chose aussi. T'sais, mettons toutes les chances de mon côté et non de ce côté. C'est ça. Probablement il coïncide. Arrivé là, ça coïncide avec d'autres mesures qu'on va prendre qui pourraient expliquer le résultat. Krishna? Oui? Prendre de l'ail, pourquoi pas? C'est ça. Avec cette... Mais j'allais dire... Moi, j'ai déjà aussi essayé les espèces de bains de vapeur là avec l'eucalyptus et compagnie avec de l'eau chaude puis de prendre des respirations. Ça m'apaisait, mais je sais pas si ça guérit en soi. Mais c'était un moment où je m'arrêtais, là, je veux dire, respirer de l'eau chaude en dessous d'une serviette là, pendant quelques minutes, c'était un moment d'arrêt. Hein. Ce que je fais comme lien que j'avais pas fait le jour où j'ai fait l'entrevue avec le docteur Gagnon, c'est qu'en fait,
ça redonne le contrôle. Donc, si on met ça en lien avec le discours de Maude, qui parlait de ce contrôle, de ce besoin de pouvoir se dire, je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire, et que juste le fait de savoir qu'on va pouvoir faire quelque chose et qu'on a un contrôle sur notre santé vocale, ça fait déjà baisser l'angoisse, le stress, et ça va participer à améliorer notre santé vocale. Donc, effectivement, si on va dans une pharmacie, on trouve un médicament qui est vendu, qui est légitime, et puis on fait quelque chose pour soi-même dans cette administration du néolaryngobis, on retrouve un contrôle. Donc on a à nouveau l'impression d'avoir une emprise sur son problème, et l'effet placebo effectivement est expliqué. Et alors pourquoi pas? C'est tout aussi c'est comme la tisane au miel. On ne sait pas si ça aide vraiment, mais en tout cas c'est pas dangereux. Pareil pour le néolaryngobis, c'est pas dangereux. Donc, au pire, ça agit comme un placebo, et tant mieux que ça existe, alors. Puis ça sauve des vies. Ça sauve des voix. En fait, je voulais faire un retour sur qu'est-ce que Krishna avait dit par rapport au bain vapeur ou, tu sais, d'eucalyptus, de respiration. En fait, ça, Krishna, on appelle ça de l'hydratation en profondeur, en fait. Donc, il y a quand même plus d'études là-dessus qu'il peut en avoir sur d'autres choses, mais ça reste que c'est pas un médicament, c'est une façon de gérer une hydratation. C'est une hydratation en profondeur. Souvent, comment moi je l'explique, c'est que je dis une bonne hydratation, ça c'est là pour vraiment la musculature, tu sais, pour faciliter la flexibilité. Tu sais, on va bouger mieux si on est mieux hydraté, ben ça va être la même chose pour nos cordes vocales, nos plis vocaux. Mais c'est sûr que ça reste qu'une hydratation. Quand on boit de l'eau, ça va pas vers nos cordes vocales, hein, parce qu'on le dit, les cordes vocales sont là pour protéger les poumons, c'est ça leur fonction première. Donc c'est sûr que si on boit, ça va pas sur nos cordes vocales, ça va pas directement. La seule façon d'envoyer plus d'hydratation sur nos plis vocaux, c'est justement d'y aller par une respiration qui va être plus chargée en humidité. Mais encore là, il faut que ça soit chargé en humidité, mais avec un équilibre corporel. Donc, souvent, on recommande une eau qui va être équilibrée par rapport à la composition de l'eau dans notre corps, plus que de l'eau avec de l'eucalyptus. Donc, c'est pas une technique, je pourrais dire, complètement farfelue comme certaines autres techniques, mais c'est pas une technique non plus qui est parfaitement prouvée. Mais ça porte un nom, là, Krishna, ça s'appelle vraiment l'hydratation en profondeur. OK. Oui, effectivement. Et comme tu dis, Anne-Marie, la seule manière d'injecter de l'eau, de l'humidité sur les plis vocaux, si on veut un effet immédiat et pas par une hydratation systémique, c'est comme tu le nommes, mais effectivement de boire et de s'hydrater régulièrement pendant la journée, mais ça va aussi participer à cette hydratation, mais pas parce que on asperge nos plis vocaux d'eau. Ça c'est clair. Donc si l'effet doit être plutôt immédiat, alors oui, cette hydratation en profondeur va être conseillée. Il y a même des petits brumisateurs pour le faire, hein. Ouais. Oui. Quand je vous avais parlé là, de mes journées en éducation physique, là, ça a été les journées où je buvais le plus d'eau. Je me rendais compte que fallait vraiment que j'aie ma bouteille dans le gymnase là, systématiquement. J'en ai une quand je suis en classe, mais c'est pas la même chose. Là. On dirait que j'avais besoin de plus d'eau. C'est ça? Effort vocal. Ouais, exact. Donc, je la vois, exactement. Donc, la nuance est là. Mais peut-être que tu aurais été plus aidé encore par un bain de vapeur ou une brumisation d'une inhalation d'eau pour vraiment l'avoir directement sur tes plis vocaux, donc avoir une hydratation plus rapide que par toi, tu ressens qu'il y a besoin d'humidité, d'humecter tes plis vocaux, donc tu bois parce que c'est ça le réflexe qui est bien, c'est pas mauvais, mais peut-être que tu pourrais avoir un effet plus immédiat en faisant une petite intervention d'hydratation en profondeur. Toi, t'en penses quoi, Anne-Marie? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? T'as déjà essayé ça avec des patients? En fait, l'hydratation en profondeur avec le nébulisateur ou l'inhalateur. Nébulisateur, merci, c'est ça le mot que je cherchais. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est le terme anglais. En tout cas, bref, c'est pas grave. Oui, c'est quelque chose que je recommande et souvent, c'est justement, je le recommande quand on a un effort plus grand,
quand on a une demande plus grande ou quand on a une fatigue vocale persistante et que, tu sais, malgré les techniques d'intervention, les stratégies compensatoires, ben, on a besoin de quelque chose de plus, là. C'est ma petite coche souvent qu'on va aller plus loin, puis souvent on a des effets quand même assez intéressants, ou on a des effets intéressants aussi chez des patients qui ont l'assèchement des muqueuses là pour différentes raisons là, soit par une prise de médication, soit par des prises de pompes corticostéroïdes. On peut le recommander dans ces types de clientèle là, ce genre d'intervention là. Et moi j'allais ajouter aussi mais quand on parle de la voix, quand on parle de tout ça, puis les mythes, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est seulement en criant qu'on perd la voix, mais il y a différents types de collègues que j'ai rencontrés qui ont perdu la voix, puis c'était pas nécessairement par abus, là, donc c'était pas, ils sont pas toujours en train de crier dans leur classe, ou des fois c'est juste la fréquence, l'utilisation de la voix qui est comme persistante là, tout au long de la journée, avec peut-être des choix là, de projets que c'est toujours le prof qui est en intervention en avant ou en enseignement, donc moi, c'est vraiment important que tu soulignes ça parce que effectivement, ça peut être une croyance qui est à double tranchant, mais double mauvais tranchant parce que d'une part, on peut juger les autres et donc on peut soi-même, si ça nous arrive, se sentir honteux parce qu'on va se dire, ben là, c'est moi qui ai mal fait, j'ai dû crier, faire des excès. Alors oui. Lynn parlait d'excès, il faut pas faire des excès vocaux, etc. Mais on n'est pas, ce dont on parle ici, c'est pas des excès, je dirais, de quelqu'un qui fait attention à rien du tout et qui est en train de crier tout le temps. C'est pas ça, c'est pas ce stéréotype-là. L'excès, il est dicté par le rôle de l'enseignant bien souvent. Donc oui, cette idée de se dire que toi t'as un trouble de la voix parce que forcément t'as dû crier tout le temps. Non, c'est pas vraiment, c'est pas ça qui se passe exactement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et plus subtil et plus complexe aussi. Vraiment. Et multifactoriel, là, comme on l'a souvent mentionné. Exactement. Je pense qu'on a répondu un peu à cette question-là. Tu sais, si vous avez écouté les derniers épisodes, vous pouvez plus dire ça, là. C'est comme, c'est que vous avez rien compris, tu sais. Mais, c'est ça, c'est intéressant parce que non, c'est pas vrai que parce qu'on crie ou parce que à l'inverse aussi parce qu'on fait juste chuchoter, tu sais, ça brise notre voix, tu sais. C'est vrai, c'est pas un bon comportement crier, c'est pas un bon comportement chuchoter, mais c'est pas à cause de un ou à cause de l'autre, c'est pas une relation causale là. Hey, tu sais. Exact. C'est plus complexe que ça. D'ailleurs, on arrive à la toute fin. Je sens qu'on s'accroche parce qu'on veut continuer, mais il va falloir se quitter, terminer et dire au revoir. Mais avant ça, j'aimerais revenir auprès de chacune de vous pour voir justement avec quoi est-ce que vous restez. C'est quoi le message le plus important que vous retenez de nos 10 épisodes? Je vais y aller. Au départ, quand tu nous avais demandé c'était quoi notre définition de la voix, je me souviens que tu avais mentionné que c'était un outil de travail. Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça, puis ça va au-delà de simplement l'outil qu'on utilise pour s'exprimer auprès des élèves. Et ça fait vraiment partie de nous. Donc, de voir que c'est dans mon corps, c'est à l'intérieur de moi, mais que c'est si fragile aussi, là. Donc, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose dont on doit prendre soin, autant qu'on prend soin de son corps. Donc, c'est une petite partie à l'intérieur qu'on voit pas, là. Donc, on dirait qu'on le voit pas, on est moins porté à vouloir y faire attention, mais j'en suis plus consciente. Donc, donc de mieux comprendre puis de savoir que c'est présent, je pense que ça m'a apporté cette réflexion-là, puis surtout l'envie de vouloir en parler davantage. Donc, de savoir qu'il y a des choses à mettre en place puis qu'on n'est pas toute seule quand on vit ces choses-là. Pour l'avoir vécu là, de façon pas si fréquente, mais je me dis que c'est le petit signal d'alarme pour me dire qu'il faut que je me préoccupe davantage de ma voix, puis il y a probablement des personnes autour de moi qui vont en bénéficier là, de pouvoir partager puis de consigner là, les observations que je fais ou du moins les choses que moi je prends conscience. Moi, je trouve ça difficile de faire un mot de la fin parce que je trouve que chaque épisode
a sa portée. C'est dans le sens que je pense que une personne va trouver beaucoup réponse à ces questions dans l'un ou l'autre de ces épisodes. Donc, un mot de la fin global, je pense que Krishna l'a bien dit, on n'est pas toute seule. On n'est vraiment pas toute seule. On n'est pas toute seule en tant qu'enseignant qui a un trouble de la voix. Il y a des gens qui peuvent nous soutenir, nos collègues peuvent nous soutenir, hein, on l'a bien parlé dans l'épisode précédent. On n'est pas toute seule non plus lorsqu'on est une orthophoniste qui travaille les troubles de la voix, dans le sens que maintenant on voit qu'il y a comme un discours qui veut s'enclencher sur le fait que ces troubles de la voix-là, on veut les reconnaître, on veut faire collaborer les enseignants, la communauté syndicale, et la communauté médicale. C'est l'optimisme, je pense, qui ressort de cette réflexion-là globale. C'est vraiment de se sentir que on est capable d'avoir une emprise, hein, on l'a bien dit tantôt, on veut faire un changement. Juste de se calmer, ça veut faire un changement, mais je pense qu'on vient de calmer beaucoup de questionnements, d'incertitudes, et juste de se dire qu'on est capable d'avoir une emprise personnelle, mais aussi collective sur les troubles de la voix. Mais moi, je trouve que ça résumerait bien là comment j'ai cheminé à l'intérieur du processus de ce podcast. Le côté optimiste, je trouve que ça donne espoir aussi là, quand on a une meilleure compréhension de tout ce concept-là, de voir qu'il y a des possibilités, peu importe où on se situe là, sur le long spectre là, de la voix. Là, donc, peu importe où on est, il y a quelque chose pour nous, puis il y a quelque chose qu'on peut aller chercher là, comme information. Moi, c'est ce que je retiens, hein, et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai imaginé ce balado pour me rassurer moi-même, parce que j'avais besoin de réassurance. Parce que ça m'a ôté d'un doute qui, malgré tout, restait chez moi, et qui peut-être était là déjà quand j'étais clinicienne, où je me disais, mais où est la solution? Où est la thérapie optimale? Où est l'intervention optimale, l'approche, la posture la meilleure? Comment est-ce qu'on peut venir à bout? Comme si, mais la finalité de l'orthophonie et avec les troubles de la voix, c'est d'arriver à bout des troubles de la voix, d'éradiquer les troubles de la voix, ça n'existe plus. Et puis je pense qu'en partie c'est pour ça que je suis devenue chercheuse, de me dire mais attends, c'est pas possible qu'on n'ait pas la réponse, qu'il n'y ait pas un manuel quelque part qui nous dise comment faire. Puis en échangeant avec vous, ça devient vraiment vraiment clair, ce que je soupçonne depuis longtemps, mais j'arrive à mettre des mots dessus. C'est vraiment cette idée de chantier perpétuel. Donc, il n'y a pas une solution universelle. Donc, c'est prendre soin de sa voix individuellement, mais prendre soin de la voix collectivement. C'est une pratique quotidienne et qui doit constamment s'adapter parce que la réalité change constamment. Notre réalité individuelle, donc qui on est, on vieillit, nos tissus vieillissent, notre personnalité elle peut changer, notre contexte professionnel change, donc on doit s'adapter continuellement. Mais puis la collectivité s'adapte continuellement. On l'a vu avec la Covid, d'un coup on avait des masques, on devait parler à 2 mètres les uns des autres, on a dû parler en visioconférence, en mode hybride. Il y a des nouvelles choses qui se passent tout le temps. Et donc je me dis que finalement la solution, c'est que il faut avoir un discours vivant, c'est d'entretenir ce chantier continuellement et que surtout, jamais il faut qu'on arrête de parler de la voix. Ça vous va comme mot de la fin? Ouais, vraiment. Donc on va continuer le podcast. C'est ça que ça veut dire. On va prendre une pause, puis on va réfléchir pour mieux revenir. Moi, je voulais vous remercier tellement énormément d'avoir embarqué avec moi dans ce projet. Et puis, je voulais remercier aussi Edith Coulombe qui nous a aidé à coordonner tous ces épisodes, qui a fait les montages, qui a fait tout un tas d'entrevues, qui nous a orientés aussi pour le contenu. Merci aussi à Audrey Bourgon qui a participé aussi au montage et surtout à certaines entrevues. Donc, merci à l'Université de Montréal qui soutient ce projet-là, à la CSQ qui soutient ce projet-là. Et puis, j'espère à toutes les personnes qui vont nous écouter et qui vont trouver ça
Je l'espère. Bien intéressant. Krishna, un dernier au revoir. Ça a été vraiment un plaisir. Là. Ça a été un plaisir là, de travailler avec vous. Là. J'ai beaucoup appris, puis sans trop savoir dans quoi j'embarquais, je me suis lancée à pieds joints. Vraiment, ouais, c'était vraiment chouette. Anne-Marie. Ben, merci à toi, Ingrid, d'être venue nous chercher pour ce projet. Ça a été vraiment enrichissant et stimulant. Donc, ça a été stimulant pour nous. Fait que je suis certaine que ça va être stimulant pour bien des auditeurs. Sur ce, on vous dit salut! Salut! Vous venez d'écouter le dernier épisode du Balado Voix, Ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Cette semaine au Balado, les animatrices ont fait un retour sur l'identité et sur la voix, l'hygiène de vie et l'importance de la prévention. Les personnalités et le trouble de la voix, de même que les mythes liés au trouble de la voix, ont également été abordés. Si vous désirez en entendre davantage sur les sujets abordés avec la chercheure Maude Desjardins, nous vous invitons à écouter l'épisode bonus portant sur l'entrevue complète que nous avons eue avec la chercheure. Finalement, nous vous rappelons que le balado voix peut être crédité comme formation continue si cela vous intéresse. Il suffit d'aller voir les informations concernant la formation dans la barre de description. À cet endroit, vous y trouverez également le guide du trouble de la voix, de même que les informations pour nous rejoindre si vous avez des questions ou des commentaires. Au nom de la grande équipe du Balado Voix, nous vous remercions d'avoir pris part à ce projet sur le balado éducatif. Nous espérons que vous aurez éprouvé du plaisir à écouter les épisodes et que vous en aurez appris davantage sur les troubles de la voix. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions ou des commentaires. À la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin de votre voix. Bye bye!